Bonjour à tous, ravi d'être là, c'est ma première conf, donc il y a un petit peu de challenge, mais en tout cas je vais essayer de vous transmettre le maximum sur cette conférence. Donc aujourd'hui je vais vous parler de la dimension éco-responsable en tant que Product Manager, et je vais commencer par me présenter. Moi c'est Dan Dang, je suis un Product Manager qui a une dizaine d'années d'expérience dans différents secteurs. J'ai travaillé notamment dans les télécoms, dans la banque assurance, la grande distrib, chez des pure players et plus récemment dans le monde du luxe. Et pourquoi ce sujet me tient à cœur? Parce que j'ai eu une dissonance cognitive justement en travaillant chez un acteur du luxe, en découvrant qu'il voulait faire de l'éco-packaging, mais en même temps brûler les invendus. Donc j'ai trouvé une incohérence sur cette approche et je me suis dit qu'en tant que product manager, il faut que je trouve du sens dans mon métier. Je pense que la plupart d'entre vous a subi les effets du dérèglement climatique et notamment, pour ma part, je pense que l'éco-responsabilité, c'est vraiment l'affaire de tous, y compris dans nos métiers et dans notre quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire être responsable? C'est, d'après moi, 3 aspects. Premièrement, le respect de la planète, donc vos impacts environnementaux dans vos activités. L'aspect humain, donc tout ce qui est impact sociétal. Et le dernier aspect que vous connaissez bien, puisque vos produits doivent faire des profits pour vivre, mais c'est surtout, est-ce que votre argent est bien utilisé et est-ce qu'il a des impacts positifs sur les 2 autres angles qui sont la planète et l'humain. Donc, à la fin de ce talk, ce que j'aimerais bien, c'est que vous ayez justement une prise de conscience de votre impact sur le vivant, que vous ayez des idées aussi sur les leviers que vous pouvez mettre au quotidien dans vos métiers produits si c'est ce que vous faites, et vous rendre compte que ce n'est pas insurmontable, qu'on peut faire des petites choses, des petits ajustements, adapter certaines pratiques que vous maîtrisez déjà, pour avoir un impact plus responsable. Donc comment j'ai procédé? J'ai regardé au niveau de mes propres compétences, ce que je maîtrisais, ce que je ne maîtrisais pas, et comment, à travers un modèle qui s'appelle le radar PM, je peux avoir un impact plus responsable. Pour ça, j'ai identifié 3 leviers. Le premier levier, c'est le leadership produit, on en parlera tout à l'heure. Le deuxième, c'est toute la partie stratégie. Et le troisième, qui est autour de la croissance. Si on va au niveau du leadership produit, j'ai identifié notamment tout ce qui était autour du savoir-être, de vos qualités. Et notamment, j'ai utilisé ce modèle qui est autour des 6C, les 6 qualités humaines, et j'en ai retenu 3. Premièrement, une des plus grandes qualités d'un product manager, c'est sa capacité à être curieux. Deuxièmement, sa capacité à avoir un esprit critique, donc ne pas accepter forcément tout ce qu'on vous dit et analyser de manière pragmatique, avec potentiellement des mesures, ce qu'on vous dit. Et dernièrement, ce qui découle des 2 premiers, la créativité. Donc je vais vous donner par des exemples, à travers ces 3 qualités, comment vous pouvez avoir un impact plus responsable. Une des responsabilités d'un product manager, c'est de définir une vision, un cap, et donner du sens à ce qu'on fait. Comment? Par exemple, je vous donne un exemple sur France TV. En travaillant avec les designers, les designers donc, du site France TV ont fait en sorte que le champ de recherche n'était pas forcément le plus visible sur la page. Donc là, vous pouvez le voir, il est en haut à gauche sur un fond noir, on ne le voit pas très bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait que la recherche, c'est ce qui consomme le plus de ressources lorsque vous designez un site internet. Et donc l'idée, c'est d'inciter les utilisateurs à plutôt aller sur les pages de contenu directement. Donc soit le top, soit ce qui est sur le direct, puisque c'est un site de contenu, ou plutôt le top, c'était là, et l'autre, c'était la sélection, pardon. Un autre exemple d'un site éco-conçu que vous connaissez peut-être, Dalkia, qui met en avant de manière pédagogique l'éco-conception. Donc
Peut-être que vous ne connaissez pas cette statistique, mais le numérique peut être considéré comme le 6e pays le plus pollueur au monde, si on prend tous les impacts numériques dans le monde entier. Et il donne une stat aussi, c'est qu'en réduisant de 64% les émissions de CO2 de tous les sites Internet français, on pourrait retirer l'équivalent de 13 millions de véhicules. D'où la démarche d'éco-conception derrière ça. Donc ça, vous pouvez influencer vos consommateurs, vos utilisateurs, en les acculturant, les sensibilisant à cette démarche. Le deuxième levier dont je vais vous parler, c'est la stratégie produit, qui consiste en quoi? Stratégie produit, c'est une proposition de valeur qui est liée à une ambition. Et dans la proposition de valeur, ce dont je vais vous parler, c'est le pilotage par l'impact. Donc traditionnellement, quand on élabore une stratégie, on va utiliser un canevas qui s'appelle le Lean Canvas, où on va définir les problèmes utilisateurs, les segments de clientèle qu'on veut adresser et potentiellement une proposition de valeur unique. Ce que je vous propose, c'est d'utiliser un autre canevas qui s'appelle le Circular Canvas et qui va intégrer de nouvelles dimensions comme les impacts positifs ou négatifs de votre produit. Par exemple, je donne un exemple Blablacar. Ils vont développer un service de covoiturage, donc ils vont inciter les gens à être plusieurs dans des voitures. Donc ça peut être considéré comme un impact positif potentiel. L'impact négatif, effet rebond, c'est potentiellement que les gens qui utilisaient les trains ou les transports en public vont utiliser la voiture. Et donc là, c'est un effet de bord pas voulu, mais qui peut générer un impact négatif. Le deuxième aspect du canevas, c'est les ressources que vous allez utiliser pour votre produit. Donc ce qui est ressources naturelles, ressources techniques ou énergétiques. Et enfin, le dernier usage qui justifie le nom du canevas circulaire, c'est la circularité. C'est-à-dire qu'à la fin de vie de votre produit, quel va être le prochain usage de votre produit? Par exemple, sur des téléphones portables, ça peut être le reconditionnement des téléphones pour les revendre peut-être à des pays tiers, ce genre de choses. Si on plonge sur le pilotage par l'impact, généralement, ce qu'on fait sur un pilotage par impact, c'est qu'on va prendre 2-3 impacts qu'on va mesurer sur une durée d'un trimestre qui est liée à une ambition, donc, qui rejoint la stratégie. Qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet un meilleur engagement, ça permet de rendre autonomes les équipes et ça donne du sens. Donc, en faisant ça, vous rendez aussi vos équipes autonomes, vous donnez des objectifs potentiellement liés à un impact responsable et vous leur donnez l'autonomie et la délégation de trouver des solutions pour atteindre ces objectifs-là. Tout simplement, le pilotage par impact, vous allez ajouter une condition de réussite à votre produit avec une question responsable, qui sera votre critère de succès. C'est-à-dire que si vous n'atteignez pas cette condition, potentiellement, votre produit n'est pas un succès. Je vous donne quelques exemples sur la partie humain et planète. Par exemple, vous pouvez dire que votre produit doit concevoir à hauteur de X critères de fonctionnalité inclusive. Donc ça peut être un critère de succès. Un deuxième critère de succès qui est plutôt orienté planète, c'est l'obligation d'être rétro-compatible avec des appareils de X années. Je ne sais pas si vous le savez, mais ce qui est le plus destructeur pour la planète, c'est vraiment la fabrication des terminaux, plutôt que l'usage, qui est dérisoire en termes d'impact. Donc plus vous faites durer vos appareils, et moins vous dégradez l'environnement en faisant fabriquer ou en achetant des produits nouveaux. Un autre exemple qui est un peu innovant, qui sort des sentiers battus et qui s'inspire de l'industrie du tabac, c'est mettre sur les téléphones portables la quantité d'extraction de matière qui a nécessité la fabrication de cet appareil. Et en plus de sensibiliser sur le fait qu'il y a potentiellement de l'exploitation d'enfants pour fabriquer aussi tous ces appareils-là. Donc le dernier levier, c'est la croissance produit. Donc sur la croissance produit, je vais parler plutôt d'état d'esprit de croissance. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec Carol Dweck, qui a parlé de croissance produit et qui disait on peut avoir un état d'esprit fixe, où on pense qu'on ne peut pas progresser, merci, on ne peut pas progresser et qu'on est un produit fini. Moi, j'ai twisté un peu ce concept en utilisant la notion d'utilisateur de consommateur. Donc, plutôt que de considérer vos consommateurs
vos utilisateurs comme des consommateurs passifs, moi je propose, dans la même idée, d'avoir cet état d'esprit de croissance, de progression, d'apprentissage, de considérer vos utilisateurs comme des citoyens engagés, des consommateurs. Et donc ça va dans l'idée de les sensibiliser, de les éduquer, enfin j'aime pas trop le terme, mais à les acculturer à leurs impacts, même en termes d'usage. Et donc, ça induit le concept d'utiliser versus utile. Je donne un exemple, une voiture thermique, si vous l'optimisez en termes de consommation, vous allez potentiellement, unitairement, moins générer de gaz à effet de serre, mais peut-être que vos utilisateurs vont les utiliser davantage, et en fait, l'optimisation que vous allez faire aura l'effet inverse de ce que vous souhaitiez. Et donc peut-être que le parti pris, c'est plutôt de mettre en avant des modes de transport alternatifs. Donc il y a le covoiturage, mais aussi l'incitation à utiliser les transports en public, les transports en commun, le train, et puis d'autres moyens alternatifs comme le vélo, ce genre de choses. Donc peut-être que ce que vous voulez, c'est pas optimiser votre produit, mais c'est induire des changements de comportement de vos utilisateurs. Un autre exemple que j'aime beaucoup et qui est sur le site Designer Ethic, c'est est-ce que vous allez même éco-concevoir un produit qui permet à vos utilisateurs de trouver des endroits dans la nature où jeter leurs déchets sans se faire sanctionner? Bon, la réponse est évidente, mais en tout cas, ça donne des perspectives sur, avant même de développer un produit, une fonctionnalité, même si ce sera utilisé à la fin, est-ce que c'est vraiment utile d'un point de vue sociétal ou utile d'un point de vue environnemental? Quelques statistiques qui sont intéressantes à garder en tête, c'est le fait qu'en 10 ans, la taille d'une page web a été multipliée par 7. 39% de la bande passante des sites web sont inutiles. Donc ça questionne vraiment le fait d'empiler les fonctionnalités versus développer, ou en tout cas proposer les fonctionnalités qui sont vraiment utiles à vos utilisateurs. Et ce que vous devez garder en tête d'un point de vue business, c'est que plus vous mettez de fonctionnalités ou plus votre site est lent, et plus vous allez perdre d'utilisateurs. Donc une seconde de lenteur, ça vous fait perdre 10% de vos utilisateurs. Donc il y a aussi un impact d'un point de vue business. J'aime bien cette illustration qui est un peu tirée par les cheveux, mais qui vous dit qu'il y a un peu plus de 50 ans, avec 2 kilos de RAM, on pouvait potentiellement envoyer des gens sur la Lune. Aujourd'hui, avec 1 million de fois plus de ressources, on ne fait tourner qu'un outil de communication interne d'entreprise. Et je vais faire un petit parallèle avec l'éco-conception. On parle de facteur 1 quand on optimise des fonctionnalités, et on parle de facteur 4 lorsqu'on fait des innovations à l'échelle d'une fonctionnalité, voire on s'affranchit de la fonctionnalité. Donc on se pose la question, est-ce que notre produit ou notre fonctionnalité est vraiment utile, et peut-être qu'on ne va même pas développer ce produit digital, mais passer par soit un système de téléphone où on peut appeler une hotline pour avoir une information donnée plutôt que de développer un site d'information, par exemple. Donc qu'est-ce que ça permet de faire, d'avoir cet état d'esprit? C'est vous allez de facto augmenter l'impact de votre produit, puisqu'il va être davantage utilisé, il y aura moins de fonctionnalités qui sont inutiles. Et surtout, vous allez vous concentrer sur la notion de croissance qualitative. Donc quantitative, c'est le fait d'empiler plein de fonctionnalités sur votre site. Croissance qualitative, c'est développer des produits qui sont soit de type service public, donc qui ont eu l'utilité de facto de manière native, soit autour de la santé, de l'éducation, ou des infrastructures essentielles comme tout ce qui est énergie, par exemple. J'arrive à la fin de ma présentation, donc je vais vous résumer ce qu'il y a à retenir de mon point de vue. Donc sur la partie leadership produit, essayez de faire preuve de créativité pour influencer vos utilisateurs. Donc il y avait l'exemple du nudge pour les inciter à utiliser plutôt des fonctionnalités qui consomment moins de ressources. Mettez en avant vos démarches, que ce soit de l'éco-conception ou autre, de manière à sensibiliser, à culturer vos utilisateurs. Sur la stratégie, donc c'est vraiment le pilotage par l'impact en ajoutant cette condition de réussite
au regard d'une question responsable. Donc, ce qu'on peut appeler par exemple un Key Failure Indicator, donc un indicateur d'échec, mais ça peut être aussi un indicateur de succès. Sur la croissance, avoir cet état d'esprit. Merci. Vraiment, vous concentrer sur l'utile. Donc, ce qui est utile à la fois pour vos utilisateurs, mais pas que, aussi sur est-ce que ça a un impact sociétal, est-ce que ça a un impact environnemental, et donc ce qui induit une croissance plutôt qualitative versus quantitative. Et enfin, le quatrième point, donc pour résumer la dimension éco-responsable, c'est ce fameux triangle que je vous ai présenté au début, autour des aspects, des impacts, autour de la planète, l'humain et de l'argent, pour éclairer l'ensemble de vos décisions. Donc, est-ce que ça a un impact sur l'environnement? Est-ce que ça a un impact sociétal? Est-ce que votre argent est utilisé à bon escient? J'ai fini. Il reste 5 minutes, je crois, à peu près, pour les questions, en tout cas. Oui. Bonjour Robin Marco, merci pour la présentation. Je voulais savoir, est-ce que de votre point de vue, on doit trouver nous-mêmes nos objectifs pour déterminer si notre application va être éco-responsable ou non, ou est-ce qu'il existe des outils de mesure et peut-être des échelles de notation qui permettent de... par exemple, on va regarder si cette application elle va être éco-responsable, un système de notes ou des lettres ou des choses comme ça. Il y a beaucoup d'outils d'éco-conception qui existent. Notamment, il y a Green IT Analysis, qui est un plugin Chrome que tu peux installer directement sur ton navigateur et qui va te mesurer l'équivalent en consommation de CO2 et d'eau de chacune de tes pages. Il n'est pas parfait, mais ça donne déjà des premières mesures d'indicateurs. Il y a pas mal d'outils, il y a Lighthouse aussi qui existe. Donc là, moi, en tout cas, le sujet de ma conférence aujourd'hui, c'est pas forcément d'aller dans la partie outils, c'est plutôt de vous donner cette réflexion, même en amont, de développer vos fonctionnalités, vos produits, de vous poser les bonnes questions avant même d'aller dans l'éco-conception. Après, dans l'éco-conception, il existe plein d'outils, effectivement, qui vous permettent de le faire. Ok, merci. Ah oui. Merci beaucoup, Dan, c'était vraiment super, je me suis régalé. J'ai hâte de creuser tes ressources aussi. Et pour répondre à 15h, on va présenter l'aspect technique sur l'éco-conception version développeur. Voilà. Est-ce que l'on peut calculer un ROI de passer à l'éco-conception, ou en tout cas mesurer l'avancement? Un ROI, donc ce que tu veux dire, c'est par exemple ton impact sociétal ou ton impact environnemental sur... quand tu peux préciser... Un retour sur investissement donc, économique pour l'entreprise. Bah, oui, en fait, un des aspects que j'avais présenté, c'est quand tu réduis le nombre de fonctionnalités que tu fais sur ton site, de facto, tu vas être plus impactant puisque tu vas toucher davantage les besoins de tes clients. Et donc, tu vas perdre moins d'utilisateurs. Donc, ce ROI-là, il est plutôt naturel, je dirais. Et après, souvent, quand tu fais de l'éco-conception de manière native, tu vas le voir aussi dans les performances de ton site. Et donc, le fait d'avoir un site plus performant, les utilisateurs vont être plus enclins à l'utiliser. Je ne sais pas si... Oui, en fait, le but était de pouvoir mettre en place des tableaux de bord et de mesurer l'avancement. Bah, tu peux mettre des tableaux de bord sur tout ce qui est consommation en termes de ressources et de performance. Je dirais que c'est la partie héroïste d'un point de vue financier, c'est tout ce qui est perf de ton site, qui sera amélioré quand tu éco-conçois ton site. Et après, l'impact sociétal, ça va être plus sur des questionnaires ou c'est plus de la mesure qualitative ou quantitative. C'est fini ? Ah, ok. Et bah, en tout cas, merci beaucoup. Il y a l'espace conf à côté si vous voulez continuer à discuter. En tout cas.